Bonjour, compte rendu de partie de jeu de rôle aujourd'hui, avec la 7e séance de The Great Northwest pour Deadlands Reloaded. Donc vous trouverez aisément sur le blog et sur la chaîne YouTube les précédentes séances. J'ai donné aussi sur le blog le lien pour l'enregistrement de la séance à proprement parler sur le forum JDR virtuel. Alors à ce stade, presque tout provient encore de la campagne Stone Cold Dead, mais je commence à y mettre quelques éléments de The Winter War et de Coffin Rock également qui vont gagner progressivement en importance. Tous les joueurs étaient présents qui incarnaient Béatrice Trixie Myers, la huckster, Danny Lachoppe, le bagarreur, Nicolas D. Wolfhound alias Trinité, le faux prêtre mais vrai pistolero, Rafaela Venegas de la Torre ou Rafi, l'élu, mais sa joueuse a dû partir un peu avant la fin de la séance, et enfin Warren D. Waddington, dit Doc Ock, le savant fou. Warren et Nicolas, depuis Crimson Bay, ont perçu les coups de feu en provenance de la communauté des anciens esclaves et, inquiets, y retournent. Danny et Béatrice sont toujours sur place. Warren et Nicolas ne peuvent cependant arriver qu'une fois que l'affaire est jouée. Le hameau brûle, un ordre du shérif Russell Drent qu'il a été aisé d'exécuter. Les anciens esclaves que leur chef Cordell, dépité, a dissuadé de riposter, ont quitté les lieux sans que les adjoints du shérif ne se préoccupent de les en empêcher. Ils se sont contentés de rassembler les sacs contenant le pactole du tournoi sur la petite place au milieu de la communauté. Drent contemple les flammes sans un mot. Il refuse de partir tant que le hameau n'est pas réduit en cendres. Danny, dès lors persuadé de ce que tout cela était un coup monté dès le départ, sait qu'il l'a vu disposer du corps inconscient de Shane Atherton, mais le shérif ne lui a pas fait la moindre remarque à ce sujet. Danny s'approche cependant de Drent et ne mâche pas ses mots. Justice est faite, en brûlant tout un village sans s'embarrasser de trier les coupables, et alors même que l'argent volé a été retrouvé. Drent reste stoïque et signale qu'il a vu Danny s'occuper de Shane Atherton. Il n'a pas de leçon à lui donner. Le shérif n'a aucune envie de débattre, mais que son adjoint vertueux note ceci. Des voleurs dans toute autre ville, on les aurait pendus. Lui s'est contenté de leur dire d'aller voir ailleurs. Ça n'est pas si disproportionné. Il y a eu un mort, mais comme Danny est bien placé pour le savoir, le coupable a été puni. Justice a été faite, oui. Danny laisse entendre qu'il a bien compris qu'il s'agissait d'un coup monté, et suspecte que le shérif a agi motivé par son racisme. Il en parlera à Wallace, mais Drent s'en moque. Fait. Danny rejoint ses amis et retourne en ville avec eux. Béatrice, qui a accueilli Warren et Nicolas, discute avec eux de ce qui s'est passé. Tous sont également convaincus qu'il s'agissait d'un coup monté, que l'argent n'avait jamais disparu et que Drent est pourri jusqu'à l'os. Warren, un peu naïf, ne comprend pas forcément tout le tableau, mais ses camarades l'éclairent à ce propos. Ils rentrent à Crimson Bay avec Danny. Mais Rafaela était restée en ville. Elle ne sait pas ce qui s'est passé exactement à la communauté des anciens esclaves, mais qu'importe, elle voulait déjà parler de tout ça avec Gamblin Josh Wallace. Le maire de Crimson Bay se trouve toujours au Gold Digger, qui reprend peu à peu une activité normale. Wallace a toutefois déserté la grande salle pour s'installer dans son bureau à l'étage. Rafi toque à la porte, à plusieurs reprises avant que le maire ne réagisse. Il est visiblement saoul et au bout du rouleau. Son bureau est jonché de bouteilles vides. Rafi explique qu'elle a rendu son étoile à Drent et pourquoi. Mais elle ajoute sans l'ombre d'une hésitation qu'elle s'est aussitôt rendue à la communauté des anciens esclaves pour les prévenir de l'arrivée imminente du shérif. Elle ne mentionne pas ses camarades qui l'avaient accompagnée. La parole du seul témoin Mike Paltron n'était pas fiable, et le shérif et ses adjoints étant plutôt nerveux, elle a fait en sorte que les femmes et les enfants au moins ne soient pas sur place quand ils parviendraient à la communauté des anciens esclaves. Le racisme de Drent est pour elle une certitude, et elle confie à Wallace que ce que le shérif a fait pour les anciens esclaves, il pourrait le faire également pour Chinatown, ce qui concernerait bien plus immédiatement Crimson Bay et les intérêts de Wallace dans la région. Le maire d'Odlin de la tête. Rafi a bien fait, c'est une décision qu'il aurait peut-être dû prendre lui-même, mais elle comprend qu'il était pieds et poings liés par le shérif. Simplement, elle insiste sur le fait que la violence n'est pas toujours la solution. Mais Wallace est ivre et sombre. Pour lui, cette affaire a fait office de révélation. Pendant des années, il avait cru que Crimson Bay était sa ville. Maintenant, il a compris que c'était celle de Russell Drent. Tout ce temps. Rafi l'incite à reprendre les choses en main, mais le maire n'y croit visiblement plus. Il ouvre une nouvelle bouteille de whisky. Rafi lui dit qu'il ne trouvera pas la solution dans la boisson, mais il n'en tient pas compte et boit au goulot. Danny, Béatrice, Warren et Nicolas, de retour, passe par Chinatown. Danny, aiguillé par Warren, souhaite parler à Mr. Fong, le patron de la blanchisserie, et semble-t-il de Chinatown de manière générale. Danny songeait d'abord à Mr. Shu, le patron du White Tiger, mais ce sinistre individu répugne à tous. Le savant fou guide les autres vers la blanchisserie. Il y était déjà venu, le garde le reconnaît et, après un bref temps d'hésitation, il les laisse entrer dans l'usine à proprement parler. Le bureau de Mr. Fong est à la mezzanine, ce qui permet de surveiller toute l'usine.
Mr. Fong est bien dans son bureau. Il accueille les PJ, un peu perplexe. Il l'interrompt dans son travail, mais il n'a rien à refuser aux adjoints du shérif Russell Grant. Mais justement, Danny lui résume la situation, et lâche sans plus de précaution qu'ils sont convaincus que tout cela était un coup monté, et ce, dès la découverte du cadavre derrière le White Tiger, ce qui implique directement Chinatown. Il s'agissait de tout mettre sur le dos des Chinois. Drent est foncièrement raciste, il s'en prendra à Mr. Fong et aux siens dès que possible. Fong relève que Danny lui dénonce ses collègues et supérieurs. Le shérif n'appréciera pas. Mais surtout, le patron de la blanchisserie assure Danny qu'il se trompe. Chinatown n'a rien à craindre de Russell Grant. Il n'en dit pas plus. Mais Fong avance à demi-mot qu'il croit deviner que Danny, à l'entendre, envisage de remplacer l'actuel shérif. Un peu gêné, le bagarreur dit que ça n'est pas, pour l'heure, dans ses intentions, mais qu'il compte bien déloger Drent au plus tôt, oui. En homme d'affaires, Mr. Fogg ne veut pas se permettre de critiquer l'ambition, mais il recommande à l'adjoint zélé de se montrer plus prudent à l'avenir. Il le remercie de ses confidences, mais elles pourraient lui attirer des ennuis ailleurs dans Crimson Bay. Fogg n'est pas un joueur, par ailleurs. S'il doit parier sur un cheval, à terme, ce sera sur celui dont il sait qu'il l'emportera. Mais Warren intervient naïvement, devant Fogg. Il y avait cette affaire avec Mr. Chu. Doivent-ils encore enquêter, alors? Le patron du White Tiger semblait croire que quelqu'un voulait le piéger. Mr. Fong a un vague sourire. Vous devriez décidément vous montrer plus prudent. Mais il prend bonne note de tout ça et remercie l'adjoint Danny. Ils sortent. Dehors, Béatrice est sur le point d'exploser. Personne ne va donc faire quoi que ce soit dans cette ville. Elle ne s'y éternisera pas si Drent reste en place et continue ses magouilles. Ses amis l'incitent au calme. D'habitude, par la force des choses, la Huckster dissimule bien mieux ses émotions. Par chance, les adjoints ne patrouillent pas dans Chinatown, mais le chinois massif à la chemise rouge sang est toujours là, à les observer, à distance. Les PJ se retrouvent au Gold Digger où ils font le point sur la situation. Le constat est navrant, et Raffi confirme que Wallace, bourré et déprimé, ne fera absolument rien. Danny entend bien lui secouer les puces. Il monte à l'étage, frappe au bureau du maire et entre sans attendre de réponse. Wallace est dans un état encore pire. Trinquons au succès du grand tournoi de poker de Crimson Bay. Danny lui suggère plutôt de trinquer à la reprise de cette ville. Wallace sait bien que tout le monde est au courant maintenant. Peut-être ont-ils toujours su. Danny s'empare de la bouteille du maire. Il ne va pas lui faire de sermon, ça ne sert à rien, mais il lui faut agir. Il faut déloger Drent de sa position. Il a détruit un village entier sur un prétexte. L'argent n'avait jamais été volé. Il l'avait dès le départ en sa possession. Béatrice, qui avait suivi discrètement Danny, ajoute que le shérif a fait tuer ses propres adjoints pour accomplir son plan. Danny confirme. Drent a volé l'argent de Wallace. C'est lui qui a anéanti le tournoi de poker. La Huckster prend le relais. Peut-être le maire a-t-il toujours été un homme de paille, ce qu'il ne cesse de répéter, mais ça n'est pas important. Ce qui compte, c'est ce qu'il va faire maintenant. Boire une autre bouteille? Tirer des plans sur la comète? Les transports maritimes, ferroviaires? Oh, et l'usine. Il faut prier pour que la guerre reprenne. Ça ne serait pas très chrétien. Danny s'énerve. Non, il faut prendre les armes et virer Drent et ses hommes. Mais ils se comptent par dizaines, note Wallace. On ne peut pas demander aux braves gens de cette ville de faire la révolution simplement parce que le shérif se montre un petit peu méchant. En fait, ils aiment que ça se passe comme ça. Drent assure la sécurité dans la ville. C'est tout ce qu'ils veulent. Ils en ont peur. C'est une peur qu'ils acceptent, qu'ils apprécient même. Le maire paye le salaire du shérif, mais ce dernier n'en a visiblement pas besoin et il va lui rendre l'argent du tournoi. Retrouvé quelques heures après le départ des joueurs, c'est fâcheux. Car Drent a sans doute trouvé quelqu'un d'autre pour le financer. On peut lui reprocher beaucoup de choses, mais c'est clairement quelqu'un d'intelligent. Il ne se serait pas lancé dans un truc pareil sans avoir des appuis, et pas seulement une milice à ses ordres, mais quelque chose au-dessus de lui. Béatrice lui demande s'il a quelqu'un en tête. Possible. Danny le presse d'en dire plus. Le maire s'explique un peu. La clé, c'est la communauté des anciens esclaves. Drent raciste? Wallace ne le pense pas. C'est un homme pragmatique. Il se trouve que c'était des noirs là-bas. Oui, ça a sans doute facilité les choses, mais des blancs ou des chinois, ça n'aurait pas forcément posé beaucoup plus de problèmes, croit-il. Quand on regarde une carte de la région, finalement, ça n'est pas bien mystérieux. On veut étendre le réseau de chemin de fer? Il faut un endroit approprié pour ça. L'Iron Dragon de Kang ne peut pas se satisfaire du semblant d'axe qui passe par Crimson Bay, l'ultime reliquat d'une petite compagnie bientôt asphyxiée par les barons du rail. La clé des négociations, c'était ce terrain. Voilà, c'est un homme d'affaires, mais réglo, et il savait que Cordell était le propriétaire légitime de ces terres. Drent le savait aussi, voilà ce lui avait confié. Peut-être le shérif l'a-t-il trouvé trop mou et a-t-il décidé d'agir de manière plus radicale pour le salut de Crimson Bay. Imaginez tout l'argent d'Iron Dragon qui affluerait dans les caisses de la ville. Eh oui,
Danny et ses hommes n'ont pas seulement affaire à un shérif un peu rude et à sa milice d'une vingtaine d'hommes au moins. Derrière, il y a un baron du rail. Ils veulent toujours faire leur petite révolution? Plus que jamais, l'assure aussitôt Béatrice, qui est obsédée par les barons du rail et les puces qu'ils mettent dans la tête des gens. Il ne veut rien faire, il méritera ce qui lui arrivera. Les PJ sortent. Danny s'est emparé d'une bouteille de Wallace qui ne réagit pas. Il en a d'autres. Dehors, Crimson Bay a repris des couleurs. Il fait un temps magnifique, le soleil est éclatant. La pluie de ces derniers jours n'est plus qu'un mauvais souvenir. Les gens sourient, l'air un peu béat. Les soucis de tout un chacun semblent s'être envolés. Tout va bien. Warren décide d'organiser un repas dans la soirée au Washington avec le médecin Richard Lightgo, son ami l'entrepreneur de pompes funèbres John Brims, et peut-être également le journaliste Josh Newcomb du Crimson Post. Il est curieux de ce qu'ils pensent tous de Drent, mais aussi de Wallace, dont le tableau de l'économie de la ville ne l'a pas laissé indifférent. Le maire a sans doute raison, Crimson Bay disparaîtra sans le soutien de l'Iron Dragon. Danny et Béatrice, eux, ont bien besoin de boire quelque chose et prennent la direction du Red Bear. La vie de Jeff Liston les intéresse également. Quant aux dévots Nicholas et Rafi, ils se rendent à l'église du père Denis O'Hara. Warren va donc à la clinique du Dr Lightgo pour l'inviter, ainsi que John Brims au repas du soir, et mentionne qu'il va proposer également à Josh Newcomb de se joindre à eux. Mais à peine a-t-il eu le temps de le dire, que le journaliste entre dans le cabinet vêtu d'un grand manteau et affichant un regard inquiet de conspirateur. Il chuchote à l'oreille de Warren. « Psst, j'ai votre édition spéciale. Je vous avais dit que je vous la livrerai en personne. » Il tend un exemplaire de son journal au savant fou, sauf qu'il ne s'agit pas d'un imprimé. Sans doute le journaliste n'avait-il toujours pas accès à sa machine, car l'édition spéciale en question est un exemplaire bien mince et entièrement manuscrit au crayon. Newcomb s'en va aussitôt, sans un mot de plus. Warren a à peine le temps de l'interpeller. « Soyez discret, bon sang! Je représente la presse libre qui lutte contre l'oppression. Si l'on sait que je suis ici, cela pourrait très mal tourner. » Le savant fou l'invite au repas du soir, et garantit que sa protection sera assurée. Le journaliste acquiesce rapidement et s'éclipse. Warren retourne au Washington et y lit son édition spéciale. La Sainte Résurrection des Morts parodiée par d'impies charlatans. Un billet d'humeur signé Josh Newcomb. Christ mort et ressuscité nous en a fait la sainte promesse. Nous vivrons pour l'éternité quand viendra le jugement. D'ici là, cependant, nous ne pouvons que constater qu'il se trouve en notre sein deux bien impudents et sinistres personnages qui prétendent exercer des miracles en lieu et place du Saint Fils de Dieu. Leurs voix sont multiples, si toutes mensongères. D'aucuns prétendent que leur science impie saura perpétuer les corps au-delà du terme fixé à notre vie, de toute éternité, par Dieu le Père. Même en admettant que ces féroces et cruelles émules de l'odieux docteur Frankenstein pourraient bel et bien accomplir leur sombre promesse, le fait demeure. Ils entendent préserver les corps, mais qu'en est-il de l'âme? Ils ne sauraient la réduire en équation, et n'en tiennent donc même pas compte. Quelle promesse est-ce là, sinon une preuve supplémentaire des ravages que l'odieux matérialisme suscite chez les mécréants au péril même de ce qui en fait des hommes? Mais ces méprisables personnages qui s'honorent du titre de savants, lequel ne devrait jamais être autre chose qu'un stigmate d'infamie, ne sont pas seuls à proférer pareille sottise. On dit qu'il est chez les nègres des îles deux sataniques hommes médecines qui dérobent au Seigneur les corps fraîchement enterrés pour s'en faire des légions de serviteurs. Certains, dit-on, auraient même le secret d'une poudre qui, projetée à la face d'un de nos semblables, le plongerait tout aussitôt dans un sordide coma, sans plus jamais d'espoir d'en sortir. Quoi de plus tragique que le destin de ces zompés, privés de la gloire de la résurrection, pour n'en exhiber que la plus grotesque et scandaleuse des caricatures? L'union doit agir. La résurrection des morts n'appartient qu'à Christ, notre Sauveur. Ceux qui la moquent sont les pires des hérétiques et la plus grave des menaces qui pèsent sur notre communauté de fidèles. Josh Newcomb. Warren n'en revient pas de tant de bigoterie, qui plus est anti-scientifique. Il n'y avait pas pris garde, mais en y réfléchissant, Josh Newcomb avait bien en quelques occasions exprimé des idées religieuses, par exemple quand il s'en était pris au faux prêtre Nicolas. Le savant fou regrette maintenant de l'avoir invité. Il avait fait en sorte que Nicolas ne les rejoigne pas, au vu de son différend avec le journaliste, mais tout compte fait. Il réalise cependant que Nicolas lui-même est parti à l'église, ce qui ne fait pas vraiment son affaire. Des grenouilles de bénitier partout. Ce qu'il accepte chez Rafi avec sans doute une certaine part de sentiment de culpabilité, il le tolère bien moins chez les autres. Il prend toutefois sur lui et rejoint ses amis croyants. Il explique à Nicolas que tout compte fait, eh bien... Cessant de bafouiller, il leur laisse son édition spéciale et retourne sans plus attendre à Washington. Là-bas, il décide de griffonner un message. Lieu compromis, attendre instruction, rentrez chez vous. Il le confie à un gamin avec une pièce pour qu'il le livre à Josh Newcomb. En attendant à l'église, justement, tandis que Raphaël a pris, Nicolas échange quelques mots avec le père O'Hara, toujours aussi rougeaud, et qui le taquine sur son statut ambigu de prêtre.
Nicholas cherche à connaître son sentiment concernant Drent, mais les circonvolutions de son discours ne laissent guère de doute. Il ne dira rien et ne fera rien contre le shérif. La richesse de Crimson Bay l'intéresse bien plus que sa liberté, qui est plutôt un truc de catholique. La discussion s'envenime progressivement, même si elle procède par citations bibliques parfois très approximatives. Nicholas accuse le père O'Hara de fuir. Mais non, il est très content de sa place, de sa résidence, de ses ouailles. Quand Nicholas pose sa main sur l'épaule du père O'Hara, ce dernier se crispe et affiche un regard noir. « Veuillez ôter cette main, mon père. » Nicholas s'exécute, mais il ne laisse pas là le pasteur. Obtenant de discuter dans un cadre davantage privé, il présente le shérif Drent comme étant un véritable démon, parlant de l'œil de Caïn, etc. Ce que le père O'Hara trouve bien mélodramatique. Mais quand Nicholas pose à nouveau sa main sur son épaule, il la dégage d'un geste brusque et saisit son interlocuteur par le bras, et il a de la poigne. D'un ton sec et menaçant, avec le regard sombre et dur associé, il exige que Nicholas s'en aille, sous-entendant qu'il ne veut plus le revoir dans son église. Rafaela n'a pas suivi tous les échanges, mais suffisamment pour se faire une opinion du pasteur de Crimson Bay. Nicholas et elle s'en vont, le premier annonçant que l'œil de Caïn se met en route. Quant à Newcomb, après avoir lu le journal, ils sont partagés. Pour Nicholas, il n'a aucune importance. Mais Rafi a noté qu'il avait raison pour la pieuvre, peut-être y a-t-il bien quelque chose. Elle n'a certes pas oublié les avertissements de la Vierge de Guadeloupe. Pour cette raison, l'article portant sur les morts ressuscités ne la fait pas rire, loin de là. Pendant ce temps, au Red Beer, Béatrice discute avec Jeff Liston, tandis que Danny furieux se contente de boire. Que faut-il penser de Drent? L'ex-trappeur n'en est pas bien sûr. Shane Atherton, dont il ne sait pas qu'il est mort, est un connard, ça oui. Drent, c'est l'employeur du connard, ce qui ne joue pas en sa faveur. Au-delà, il fait peur à pas mal de gens, oui. Béatrice informe Liston que, concernant Shane Atherton, il faut désormais en parler au passé. Il a eu chaud, ajoute laconiquement Danny, plongé dans sa mauvaise bière. Béatrice explique au tenancier du Red Beer ce qui s'est passé à la communauté des anciens esclaves. Ils sont remontés contre le shérif. Liston s'assied à leur table avec une bouteille d'un affreux whisky. Ils ont son oreille. Comme le dit Béatrice elle-même, il ne veut pas foutre le bordel en ville si ça doit nuire aux habitants. Il ne va pas les suivre dans une tentative précoce de coup d'État qui ferait plus de mal que de bien. Mais il se tiendra au courant. Le soir, Warren reçoit ses invités Richard Lightgo et John Brims au Washington, dont Nicholas a étudié les sorties, etc. Il pourrait y avoir du grabuge qui rendrait ce savoir utile, très prochainement. Le savant fou regrette qu'il n'y ait pas de poulpe au dîner. En attendant qu'on les serve, les invités expliquent qu'ils ont vu le Gold Digger bondé. Tous les hommes du shérif y fêtent ce qui s'est passé à la communauté des anciens esclaves. Quant à Newcomb, Warren a reçu ce message sibyllin, ne peut assister à Kermesse, tordidite. Ils en discutent. Finalement, le savant fou est bien obligé de reconnaître que Lightgo avait raison concernant le journaliste. La discussion, à table dans une salle privée, tourne bientôt et assez ouvertement autour de Russell Drent et de ce que les compagnons en pensent. Lightgo ne fait guère qu'exprimer le sentiment général à Crimson Bay. Il fait peur aux habitants, mais la ville est sûre. Bien sûr, on pourrait tenir un débat philosophique sur la liberté contre la sécurité. Et Brims, le croque-mort essentiellement mutique, réfléchit un bon moment, puis répond, et tient un discours incroyablement long pour qui le connaît si taiseux habituellement. En fait, au point où son ami le docteur Lightgo lui-même est stupéfait. Le croque-mort ne fait pas confiance à Drent. Le coup monté contre la communauté ne le surprend pas, hélas. Oui, l'économie de la ville dépend sans doute du ralliement au réseau de l'Iron Dragon. Sinon, à moins qu'on trouve un filon de roches fantômes dans les collines. Mais la communauté? Pour tous les habitants de Crimson Bay, les anciens esclaves s'étaient établis illégalement là-bas. Mais c'est faux. Brims fait partie des rares personnes à le savoir, avec Wallace et Drent, peut-être quelques rares autres, comme probablement le banquier Edgar Tomlik. Avant l'arrivée de Wallace, il y avait un autre grand propriétaire dans le coin, un type du nom de Mortimer Stelias. Riche comme Crésus, mais progressiste, abolitionniste quoi, et depuis un bail. C'est lui qui avait fait venir à Crimson Bay les anciens esclaves, pour certains exfiltrés par le Underground Railroad. Il leur donnait du travail, mais salariés, dans des conditions qui n'avaient rien à voir avec celles qu'il connaissait dans le sud, ou dans les îles d'ailleurs. Cordell était son jardinier, par exemple. Et quand il a senti la mort approcher, il a vendu le terrain au dit Cordell pour $1 symbolique. À charge pour lui d'accueillir les autres anciens esclaves, qu'ils aient un endroit où vivre en paix, libre et serein. Du coup, les anciens esclaves, via Cordell, étaient et sont toujours légalement les propriétaires de la communauté et des terres environnantes. Wallace, c'est bien l'homme réglo qu'il prétend être. En sous-main, discrètement, il n'a cessé de proposer à Cordell de racheter ses terres, et pour une belle somme. Mais l'ex-jardinier a toujours refusé. Ça aurait été une marque de mépris pour son ex-employeur et bienfaiteur.
Drent n'a de toute évidence pas les scrupules de Wallace. Si les occupants du terrain avaient été des blancs, il aurait peut-être été davantage embarrassé, mais avec des noirs... En fait, le shérif lui-même, à cet égard, n'a pas spécialement besoin d'être raciste, il suffit bien que les habitants de Crimson Bay le soient, de manière plus ou moins avouée. Mais Chinatown? Non, ce n'est pas la même chose. C'est une ville dans la ville, mais pas aussi isolée que ses maîtres le prétendent. Ils sont liés aux triades de Shan Fan, et peut-être même à d'autres au-delà du Pacifique. C'est ce qui explique leur lien avec Wallace. Les triades fournissent la poudre pour son usine de munitions. Maintenant, ils ne forment pas nécessairement un bloc uni. Les triades rivalisent entre elles, et pas à fleur et moucheté. À Chinatown, d'ailleurs, le vrai pouvoir n'est pas celui que l'on montre. Fong, ou même Shu, des façades. Le vrai pouvoir est dans l'ombre, et bien plus redoutable. Quoi qu'il en soit, ils n'ont probablement pas grand-chose à craindre de la part de Drent, qui en est lui-même parfaitement conscient. Sous les yeux du docteur Lightgo, qui n'en revient toujours pas de ce que son vieil ami se soit montré aussi loquace, Warren remercie chaleureusement John Brims pour toutes ces précieuses informations. Le croque-mort explique qu'il a pris soin, avant de parler, d'étudier leur petit groupe tout récemment arrivé en ville. Des électrons libres, sans attache, et qui semblent parfois faire preuve de sens moral, même à géométrie variable. Leur liberté... Eh bien, il y a un revers à cette médaille, ils ne connaissent pas la ville. Et ils ont besoin de ce genre d'informations pour agir utilement. C'est pourquoi le croque-mort s'est montré aussi disert. A-t-il des conseils à leur donner? Non. Il s'est retiré comme entrepreneur de pompe funèbre ici pour ne plus avoir à prendre ce genre de décision. Maintenant, s'il trouve quelqu'un qui en vaut la peine, il fournit des informations, et ça s'arrête là. La suite du repas est plus détendue. Warren et Lightgo échangent sur leurs prothèses qu'ils vont bientôt pouvoir tester. Le savant fou enthousiaste se voit déjà produire tout cela en série au lieu des munitions dans l'usine de Wallace. Le docteur est plus sceptique. Il y a sans doute un lien entre les deux, mais les munitions se vendent quand même beaucoup mieux que les prothèses. Mais il n'est pas un homme d'affaires. Warren compte bien en parler à Wallace quand le maire se sera un peu repris. Avant son départ, Warren suggère enfin à Brims, s'il lui est difficile de parler, de coucher ce qu'il sait sur le papier. Et il pourrait bien avoir convaincu le croque-mort de le faire. Le lendemain matin, le temps est encore plus beau que la veille. Il fait très bon. L'été connaît comme un dernier sursaut alors que l'automne approche. Rafaela, accompagnée par Béatrice, rend visite à Josh Newcomb, qui travaille cette fois à composer l'édition normale du Crimson Post. L'élu souhaite lui parler de son article sur les morts vivants. Chut, pas si fort. C'était une édition très spéciale. Normalement, il aurait d'abord dû faire son édition spéciale météorologique, mais impossible. Alors il s'était contenté de ce billet d'humeur, bien malgré lui. Les morts vivants sont sans doute un sujet un peu moins exaltant que le climat, mais que voulez-vous? Béatrice lui demande ce dont il comptait parler dans cette édition impossible à réaliser. La météorologie, vraiment? Oui, la tempête qui s'annonce. Mais il fait un temps magnifique. Ne vous y trompez pas. Les nuages viendront de l'océan d'ici quelques heures à peine, et il va y avoir des pluies diluviennes. Vous voyez la grande rue devant le Gold Digger? 10 $ que la crevasse à cet endroit fera dans les 80 centimètres de large d'ici allez, 6 ou 7 heures, au plus. Mais comment peut-il se montrer aussi précis? Un journaliste ne révèle pas ses sources. Il n'invente donc rien? Bien sûr que non, pour qu'il prenne-t-il. Certes, sa plume est portée sur l'emphase, mais cela fait partie des règles de l'art, comme il voit les choses. Les informations n'en sont pas moins exactes. D'ailleurs, il ferait bien de se munir d'imperméables et de bottes bien épaisses, à la boutique de Samantha Goggins, par exemple. Une très bonne informatrice. Et sur quoi porte son édition du jour? Il ne révélera rien. Les cousins cannibales, peut-être? Non, c'est déjà du passé. Et une menace mineure, avouons-le, même s'il y avait moyen de faire une série sur le cannibalisme, oui, c'est un sujet pittoresque dans cette région. Rafaela, comme Béatrice, ne voit absolument pas où il veut en venir. Les Wendigo, bien sûr. C'est du folklore peau-rouge, mais pas des bêtises pour une fois. Il y a des témoignages très solides, des vrais témoignages de blancs. Ils disent que les hommes qui succombent au cannibalisme, particulièrement dans les très rigoureux hivers qui frappent immanquablement l'Oregon, se changent en ces grandes créatures hirsutes et proprement démoniaques. Il n'en dira pas plus, il protège ses sources. Et il a du travail, la liberté de la presse n'attend pas. La joueuse incarnant Rafaela a dû s'absenter après cette scène. Danny et Béatrice sont toujours officiellement des adjoints du shérif Russell Drent. On ne les a pas mandés et ils se disputent d'ailleurs concernant ce qu'il faut faire. Béatrice veut agir tout de suite, Danny préfère laisser passer 2-3 jours, dans l'espoir notamment que les adjoints surnuméraires engagés pour le tournoi arrivent au terme de leur contrat. Mais ils veulent savoir ce que Drent mijote ou compte faire d'eux et se rendent à son bureau. Quand ils pénètrent à l'intérieur, ils sont aussitôt frappés par le large sourire qu'affiche le shérif, dont ils n'avaient connu jusqu'alors qu'un visage bien plus fermé. Glenn Cabot a semble-t-il récupéré les attributions de Shane Atherton par ailleurs. Drent se montre très sarcastique pour les justiciers qui n'ont pas fait la fête avec eux au Gold Digger.
Vous préférez boire chez Liston, à ce qu'on m'a dit. Pas un établissement de grand standing. Quoi qu'il en soit, ils doivent toujours régler l'affaire du meurtre de Chinatown. On ne peut pas laisser un crime impuni. Danny répond sèchement qu'ils y veilleront. Bon vent. Un peu plus tard, Warren souhaite parler à Gambling Joe Wallace. Il est accompagné de Nicholas. Au Gold Digger, Slim Jim Carrigan les informe que le maire s'est retiré chez lui, la grande maison très luxueuse un peu plus à l'est, qui fait plus ou moins office de mairie du seul fait que tout le monde sait que Wallace est le maire. Tandis que le domestique chinois les fait patienter dehors, le temps d'informer son employeur de leur visite, il constate que de gros nuages noirs sont apparus au large. Une immense muraille qui tend à se rapprocher de la ville, et bien trop vite. Wallace est fatigué mais a un peu décuvé. Il se morfond devant son petit déjeuner qu'il n'a pas touché, depuis des heures probablement. Warren lui parle de son projet concernant les prothèses, de quoi permettre un regain de morale. Le maire dit qu'il en prend bonne note, mais il faudra sans doute le lui rappeler et risque d'oublier tout ça et de ne rien faire du tout. Mais quand les PJ sortent, ils constatent que la tempête a progressé bien plus vite qu'ils ne le pensaient. La luminosité a drastiquement changé, c'est presque comme s'il faisait nuit. Il ne pleut pas, mais le tonnerre gronde tout proche et très menaçant. L'orage ne va plus tarder à s'abattre sur la ville, un très gros orage. Nicolas comprend vite que la ville pourrait faire les frais de coulées de boue, se ruant depuis les collines alentours notamment. Par ailleurs, il faut prendre en compte le risque d'incendie. Toute la ville est en bois, à l'exception de quelques rares bâtiments plus massifs. Il pense aussitôt à la blanchisserie de Mr. Fong. Les PJ se retrouvent tous au Washington. Nicolas est catégorique, il faut partir. Les autres sont sceptiques, même s'ils ont bien perçu le changement de luminosité. Et le tonnerre gronde, tandis que la cloche de l'église se met à sonner. Ils sortent et prennent la direction de la blanchisserie, mais les éclairs frappent maintenant la ville. En plusieurs endroits, des incendies se déclarent. La foule se met à hurler, prise de panique, et la rumeur circule bientôt. L'école est touchée, le feu a pris. Il y a les gamins qui sont coincés à l'intérieur, avec leur institutrice, Mrs. Duval. Les PJ étaient prêts à suivre Nicolas à la blanchisserie, mais c'est maintenant hors de question. Danny, Béatrice et Rafi se dirigent comme un seul homme dans la direction de l'école, à côté de l'église, dont la cloche ne cesse de sonner. Le faux prêtre et Warren sont un peu moins déterminés, mais suivent tout de même. L'école est bien en flammes, ne laissant aucune issue aux enfants et à leur institutrice, prisonniers du bâtiment. Warren use de son bras mécanique, Roseline, pour déblayer le passage, et fait des miracles. Il a peut-être ouvert un couloir, mais les occupants sont coincés plus loin, sous la menace du feu et de la fumée. Danny se colle un mouchoir sur le nez et se jette à l'intérieur de l'école, tandis que Nicolas, après avoir cherché en vain un accès alternatif, humidifie ses vêtements dans un abreuvoir à proximité pour suivre Danny. Béatrice également pénètre à l'intérieur, usant de son pouvoir de déflexion sur elle-même pour se protéger des flammes et des débris qui s'effondrent sans cesse à l'intérieur. Danny a en fait évité de justesse une poutre tandis qu'il essayait de se repérer dans la fumée. Le bagarreur et le huckster parviennent cependant à localiser les enfants, avec leur institutrice qui s'est jetée à terre pour prier en sanglotant. Béatrice la saisit par le col pour l'entraîner, mais il y a une vingtaine d'enfants, certains n'ont pas 6 ans, et ils sont terrifiés, en larmes. Danny en soulève sous ses bras et invite quelques autres à monter sur son dos. Sa force et sa vigueur le lui permettent. Warren parvient à garder le passage libre à l'aide de son bras mécanique, et Nicolas rejoint les autres à l'intérieur pour évacuer les enfants. Cela demande un peu de temps, mais ils ont su se coordonner pour évacuer tout le monde, sous les yeux ébahis des habitants qui acclament les héros. D'autres incendies se sont déclarés en ville, mais ce n'est plus la principale menace. La pluie se met enfin à tomber, diluvienne. L'intuition de Nicolas se confirme, les coulées de boue menacent et les rues éventrées deviendront très vite impraticables. Il guide les enfants et les habitants qu'il croise vers la blanchisserie, l'endroit le plus sûr de la ville. S'ils s'en est trouvé pour préférer se réfugier dans l'église, sous l'œil de Dieu, un très mauvais choix. Mais les PJ parviennent à en convaincre un certain nombre de les suivre, et leur sauvent ainsi la vie. Béatrice et Rafi usent de leur pouvoir en chemin pour protéger tout le monde. Parvenir à la blanchisserie est épuisant, mais c'est bien la meilleure solution, et Mr. Fong comme ses employés ne font pas de difficultés pour accueillir les réfugiés. Cependant, à proximité de la blanchisserie, Nicolas a repéré 3 hommes qui descendaient tant bien que mal de la colline immédiatement au nord. Il les entend réclamer de l'aide. Il faut prévenir Mr. Wallace. Le problème concerne les puits aménagés sur la colline et qui alimentent Crimson Bay en eau potable. La tempête va détruire les installations, les auvents et poulies tout particulièrement, ce qui risque de poser des problèmes d'approvisionnement, voire d'entraîner une contamination de l'eau par les coulées de boue, ou pire. Il faut consolider les installations, de toute urgence. Les PJ n'hésitent pas un seul instant et aident les 3 employés à charger une charrette avec le matériel nécessaire pour des réparations d'urgence. Problème, le sentier sur la colline est déjà dans un tel état qu'il est inenvisageable d'y faire passer des chevaux. D'une manière ou d'une autre, il faudra que les hommes eux-mêmes déplacent la charrette et son précieux chargement, ce sur plus de 300 mètres, sous la pluie battante, et en faisant l'ascension d'une colline rendue traîtresse par les coulées de boue. Tous s'y mettent.
Roselyne s'avère à nouveau d'une aide précieuse, tandis que Béatrice use de son pouvoir d'augmentation de trait sur Dany pour accroître sa force. Raffi fait de même sur d'autres à l'aide de ses miracles, qu'elle ne peut toutefois pas maintenir, mais elle passe de l'un à l'autre fonction des circonstances. Tant bien que mal, guidé par Nicolas, qui se concentre sur l'identification des meilleurs passages à emprunter, il parvient ainsi à progresser lentement, mais peut-être moins lentement qu'il ne le redoutait, il se débrouille très bien, jusqu'aux sources. Sur place, effectivement, les installations sont sur le point de s'écrouler. Il faut s'en occuper, illico. Mais Nicolas Ozaguet croit aussi distinguer plusieurs silhouettes, impossible d'en dire plus, qui fuient en direction du nord. Des saboteurs ? Warren trouve à employer ses talents d'ingénieur pour guider les réparations d'urgence, et use à nouveau de Roselyne pour décharger le matériel. Mais ses réserves s'amenuisent, le bras mécanique après cela ne fonctionnera plus tant qu'il ne sera pas réalimenté en roche fantôme, et il faudra sans doute effectuer quelques réparations d'appoint. C'est que le savant fou l'a utilisé au maximum de ses capacités. Mais Nicolas est inquiet. Ces silhouettes. Il fouille les environs, dans des conditions impossibles, mais sa paranoïa lui est d'un précieux secours. Il aurait été impossible de repérer pareille chose normalement, pourtant le faux prêtre remarque que, à proximité de chacun des trois puits, il se trouve des amas de pattes de poulet tranchées, qu'il indique à Raphaëlla. Celle-ci suspecte une magie noire, mais n'en sait pas plus. Il disperse les pattes tranchées à tout hasard, en redoutant le pire. Les autres aident aux réparations. La force et l'endurance de Dany lui permettent de transporter le matériel où on en a besoin, tandis que Béatrice s'applique du mieux qu'elle peut à suivre les instructions de Warren, propulsée par la force des choses au rang de contremaître. Les consolidations devraient être efficaces. Les puits sont protégés pour l'heure. Mais sous cette pluie battante, ils ne peuvent pas s'attarder. Une fois à peu près sûrs d'avoir fait tout ce qu'il était possible de faire pour consolider les puits, ils prennent la direction de Crimson Bay. Le retour est à peine moins difficile que l'aller, même sans s'embarrasser de la charrette. Il constate par ailleurs que d'autres incendies sont toujours en cours, même si le déluge devrait en venir à bout sans autre intervention. Par contre, il y a d'autant plus de fumée, et l'orage est tel que les PJ ont l'impression d'être en pleine nuit alors qu'il est environ midi. Ils regagnent la ville sous le coup d'une panique apocalyptique. Pourtant, leurs conseils de se réfugier dans la blanchisserie, après quelques hésitations, ont été massivement suivis. Ils ont à l'évidence sauvé des vies, et beaucoup. Mais il y a eu des pertes, à l'évidence. Impossible à chiffrer pour l'heure. La pluie, si elle reste violente, perd toutefois un peu en intensité dès lors, mais la ville est ravagée, et les rues sont largement impraticables. Josh Newcomb a d'ailleurs remporté son pari. À suivre.